Elle a envoyé un message à son amant alors qu'elle était assise à côté de moi. Je me suis excusé pour aller faire une promenade. Puis je suis revenu avec la femme de ce type. L'expression sur son visage? Magnifique. Mon nom est Spencer Phillips. J'ai 46 ans et j'ai passé les 14 dernières années marié à une femme que je pensais connaître. Je travaille comme analyste en gestion des risques chez Fortis Financial Group, passant mes journées à calculer les probabilités et l'exposition. L'ironie ne m'échappe pas d'avoir raté le plus grand risque qui était assis juste de l'autre côté de la table à manger. Nous étions au Riverside Resort pour le mariage de mon colocataire d'université. Un endroit magnifique sur le lac Osorn. Des tentes blanches, des guirlandes lumineuses, toute la mise en scène. Lydia et moi avions fait la route vendredi après-midi avec les enfants. Lévi, notre fils de 16 ans, était resté dans la chambre d'hôtel pour jouer en ligne avec ses amis. Chloé, notre fille de 9 ans, était au club pour enfants du complexe pour fabriquer des bracelets d'amitié ou quoi que ce soit qu'ils y fassent. Juste nous deux sur la terrasse surplombant l'eau. Cela aurait dû être romantique. Cela l'aurait peut-être été il y a 10 ans. Lydia était assise en face de moi, un verre de vin à la main. Cette élégance décontractée qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Elle travaillait comme conseillère en investissement, toujours impeccable, toujours calculatrice. Même ses sourires donnaient l'impression d'être passés par une matrice d'évaluation des risques. Je regardais le coucher de soleil peindre le lac de cuivre et d'or quand j'ai remarqué que son téléphone s'allumait. Elle y a jeté un coup d'œil et quelque chose a changé dans son expression. Pas tout à fait un sourire, plutôt de l'anticipation. Son pouce bougeait vite, tapant quelque chose, puis l'effaçant, puis tapant à nouveau. « Tout va bien ?» ai-je demandé en tendant la main vers mon verre d'eau. Elle a levé les yeux, ce sourire artificiel se mettant en place. Juste le travail. Un client qui panique encore à propos du marché. C'était samedi soir. Ses clients ne paniquaient pas le week-end, à moins qu'ils ne mentent. Elle a posé son téléphone face vers le bas sur la table, mais 30 secondes plus tard, il a vibré à nouveau. Elle l'a pris immédiatement, éloignant l'écran de moi avec une inclinaison subtile qui paraissait probablement naturelle à n'importe qui d'autre. Mais je suis marié avec elle depuis 14 ans. Je connaissais chacun de ses signes révélateurs. Je l'ai regardé taper un autre message, son alliance accrochant la lumière déclinante. Elle était assise à 2 pieds de moi et elle aurait tout aussi bien pu être dans un autre état. « Lydia » ai-je dit doucement. Elle n'a pas levé les yeux. « À qui envoies-tu des messages ?»« Je te l'ai dit, Spencer, un client. » Elle a verrouillé son téléphone et l'a posé à nouveau, mais sa main est restée près de lui, protectrice. « Pouvons-nous simplement profiter de la soirée ?» J'ai hoché la tête, pris une gorgée d'eau et laissé le silence s'étirer entre nous. Elle a pris son vin, a bu une longue gorgée, puis s'est excusée pour aller aux toilettes. Elle a pris son téléphone avec elle. Naturellement, au moment où elle a disparu par les portes de la terrasse, je suis resté assis là à fixer la chaise vide en face de moi. Ma main était ferme, mon pouls était calme. Des années d'analyse des risques m'avaient appris quelque chose de précieux. La panique obscurcit le jugement. L'action nécessite de la clarté. Quand elle est revenue 10 minutes plus tard, son rouge à lèvres était rafraîchi, ses cheveux lisses. Elle s'est assise et a immédiatement tendu la main vers son téléphone à nouveau. « Désolé pour ça » a dit Lydia, n'ayant pas l'air désolée du tout. « Où en étions-nous »« Tu envoyais des messages à quelqu'un » ai-je dit d'un ton neutre. Elle a ri de manière légère et dédaigneuse. « Spencer, tu es ridicule. »« Vraiment ?» Elle a alors croisé mon regard, et l'espace d'une seconde, je l'ai vu. Le calcul, le léger rétrécissement de son regard alors qu'elle pesait ses options. Nier, détourner l'attention, ou persister et signer. Elle a choisi de détourner l'attention. Tu as été stressé au travail. Je comprends, mais ne t'en prends pas à moi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé ses doigts bouger à nouveau sur l'écran. J'ai observé la façon dont sa bouche se courbait légèrement en lisant la réponse qu'elle venait de recevoir. Elle envoyait des messages à son amant alors qu'elle était assise juste à côté de moi. Et le pire, c'est qu'elle ne pensait pas que je m'en doutais. J'ai attendu que Lydia s'excuse à nouveau. Elle a prétendu qu'elle devait aller voir Chloé au club pour enfants, mais elle a pris son téléphone et son sac à main, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir.
Le club pour enfants ne nécessitait pas un sac à main complet et du rouge à lèvres fraîchement appliqué. Au moment où elle a disparu par les portes de la terrasse, je n'ai pas hésité. Sa tablette était dans son sac fourre-tout sous la table. Elle l'utilisait pour des présentations professionnelles, des portefeuilles de clients, ce genre de choses. Plus important encore, elle se synchronisait automatiquement avec son téléphone. Je l'ai sorti, je l'ai allumé, pas de mot de passe. Elle l'avait désactivé il y a des mois parce qu'elle n'arrêtait pas de l'oublier. Imprudente. Ou peut-être qu'elle n'a simplement jamais pensé que je regarderais. Ces messages se sont chargés en quelques secondes. La conversation la plus récente trônait en haut. Nom du contact Raymond Hartley. Raymond Hartley, mon patron, directeur des risques chez Fortis Financial, l'homme qui m'avait embauché il y a 6 ans, l'homme dont la femme Angela était ma cousine. Je n'ai rien ressenti au début. Pas de rage, pas de chagrin, juste cette concentration froide et clarifiante comme du givre se répandant sur du verre. Les messages remontaient à des mois. Des centaines d'entre eux. J'ai fait défiler rapidement, la mâchoire serrée. Hâte de te voir ce week-end. Il n'en a aucune idée. Le Grand View Hotel, vendredi soir, chambre 412. Dis à Spencer que tu es à cette conférence à Boston. Je m'occupe du reste. Boston, il y a 3 mois. Elle m'avait dit que c'était un sommet d'investissement obligatoire. Elle m'avait montré la confirmation d'inscription et tout le reste. J'avais gardé les enfants tout ce week-end pendant qu'elle était dans une chambre d'hôtel avec mon patron. Je continuais à faire défiler. Plus d'hôtel, plus de mensonges, plus de week-end. Elle avait inventé des excuses pour l'urgence client à Chicago. La revue de portefeuille à Denver. De la pure fiction. Puis j'ai trouvé un message datant de 2 semaines qui m'a glacé le sang. Lydia, je pense que nous devrions rendre cela permanent. Nous pourrions recommencer à zéro quelque par ailleurs. Tous les deux. Raymond, et Spencer? Les enfants. Lydia. Lévi a presque fini le lycée. Chloé s'adaptera. Les enfants sont résilients. Et Spencer, il survivra. Il le fait toujours. J'ai lu cette ligne 3 fois. Il survivra. Il le fait toujours. 14 ans de mariage réduit à une note de bas de page dans sa stratégie de sortie. J'ai vérifié la date du message. Il y a 2 semaines, à peu près au moment où elle avait commencé à poser des questions sur ses finances, sur la maison, sur l'héritage de mes parents, la maison, celle que mes parents avaient achetée pour nous comme cadeau de mariage. Celle pour laquelle ils avaient travaillé 30 ans afin de se l'offrir. Mon père était mort d'une crise cardiaque il y a 4 ans. Ma mère a suivi 6 mois plus tard, brisée par le chagrin. Cette maison était tout ce qu'il me restait d'eux, et Lydia voulait en prendre la moitié pour pouvoir s'enfuir avec l'homme qui signait mes chèques de paie. J'ai entendu des pas approcher. J'ai fermé la tablette, je l'ai glissée à nouveau dans son sac, et j'ai pris mon verre d'eau. Ma main ne tremblait pas. Ma respiration est restée régulière. Lydia est revenue. Le téléphone toujours à la main, arborant ce sourire vide. Elle s'est assise en face de moi, a posé son téléphone sur la table et a tendu la main vers son vin. Chloé s'amuse beaucoup, a-t-elle dit joyeusement. Ils font une sorte de chasse au trésor. J'ai hoché la tête. C'est bien. Elle a jeté un autre coup d'œil à son téléphone. Un autre message. Elle l'a pris, l'a lu, a tapé une réponse rapide. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais aimée, cette femme avec qui j'avais construit une vie, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas lui crier dessus. Je ne voulais pas renverser la table ni faire une scène. Je voulais quelque chose de beaucoup plus permanent. Je voulais qu'elle voie exactement ce qu'elle avait fait. Et je voulais qu'elle le voie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. J'ai reculé ma chaise et je me suis levé. Lydia a levé les yeux, surprise. Où vas-tu? J'ai juste besoin de me dégourdir les jambes, ai-je dit calmement. Faire une promenade. Me vider la tête. Elle a hoché la tête, regardant déjà à nouveau son téléphone. Ne sois pas long. Ils vont bientôt servir les desserts. Je me suis éloigné de la table, dépassant les autres convives, dépassant les guirlandes lumineuses et les rires. J'avais un appel téléphonique à passer. Le parking était calme, juste le son lointain de la musique provenant de la tente de la réception de mariage.
Je me suis tenu à côté de ma voiture, téléphone à la main, fixant les coordonnées d'Angela. Angela Hartley, ma cousine. Nous avions grandi ensemble, passé des étés dans la maison du lac de mes grands-parents. Elle était comme une sœur pour moi lorsqu'elle a épousé Raymond il y a 12 ans. J'avais été heureux pour elle. Il semblait stable, prospère, respectueux. Maintenant, je devais lui dire que son mari prévoyait de s'enfuir avec ma femme. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche. Spencer. Sa voix était prudente, surprise. Tout va bien? Angela, je dois te parler. C'est important. J'ai gardé ma voix calme et contrôlée. Il s'agit de Raymond et Lydia. Silence à l'autre bout du fil, pas un silence de choc. Le genre de silence qui survient lorsque les pires soupçons de quelqu'un sont confirmés. Où es-tu? A-t-elle finalement demandé. Riverside Resort, lac aux Sornes. Il y a un café en ville à environ 10 minutes d'ici. Sullivan's Café. Peux-tu me rejoindre là-bas? Je suis à 20 minutes, a déclaré Angela. Pas d'hésitation, pas de question, juste une action immédiate. Je serai là. Elle a raccroché. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'en ville, les mains fermes sur le volant. Le café était petit, niché entre une librairie et une pharmacie. Je me suis garé devant et j'ai attendu. 15 minutes plus tard, la berline argentée d'Angela s'est arrêtée. Elle est sortie et je l'ai à peine reconnue. Elle avait perdu du poids. Son visage semblait tiré, fatigué, des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. Nous sommes entrés. J'ai acheté 2 cafés et nous nous sommes assis à une table dans le coin, loin des fenêtres. Depuis combien de temps le sais-tu? A demandé Angela avant que je puisse dire quoi que ce soit. Depuis environ 1 heure, ai-je répondu. Et toi? Je m'en doute depuis des mois. Elle a enroulé sa main autour de la tasse de café. Des petites choses. Des soirées tardives au bureau. Des voyages d'affaires qui n'avaient pas de sens. Il a changé le mot de passe de son téléphone en février. Il m'a dit que c'était pour la sécurité du travail. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises de la tablette de Lydia, les messages, les réservations d'hôtel, le projet de partir. Angela les a lus sans expression, mais ses jointures sont devenues blanches autour de la tasse. Il prévoit de s'enfuir, ai-je dit doucement. Charlotte, après l'été, ils ont tout planifié. Ma maison, a dit Angela, la voix atone. Celle que Raymond et moi avons achetée. Elle est à nos 2 noms. Il essaiera de forcer une vente. Ma maison vient de mes parents, ai-je dit. Un cadeau de mariage. Ils sont tous les 2 partis maintenant. C'est tout ce qu'il me reste d'eux. Lydia en veut la moitié. Angela a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Pas du chagrin, pas du choc, quelque chose de plus froid, de plus vif. Que veux-tu faire? A-t-elle demandé. Je veux qu'ils se voient, ai-je dit. Qu'ils voient vraiment ce qu'ils ont fait. Pas seulement à nous, à nos familles. Angela a hoché la tête lentement. Quand? Ce soir, tout de suite, reviens au complexe avec moi. Quel est ton plan? Tu entres, tu t'assois à notre table, tu ne dis pas un mot, tu laisses juste Lydia voir ton visage. Angela y a réfléchi un long moment. Puis elle s'est levée. Allons-y. Nous sommes retournés au complexe dans des voitures séparées. J'ai dit à Angela d'attendre sur le parking. Donne-moi 5 minutes pour retourner à la table, puis viens nous trouver sur la terrasse. Pendant que je traversais le complexe pour revenir, tout semblait exactement comme je l'avais laissé. Les guirlandes lumineuses, les rires, les couples se tenant la main, l'illusion du bonheur. Lydia était toujours à notre table, téléphone en main, souriant à quelque chose sur son écran. Elle n'a même pas levé les yeux quand je me suis assis. C'était une longue promenade, a-t-elle dit d'un air absent. J'en avais besoin, ai-je répondu en tendant la main vers mon verre d'eau. Elle a tapé un autre message, a appuyé sur envoyer et a posé son téléphone. Les desserts sont là. Je t'ai commandé le gâteau au chocolat. Merci. Elle a pris sa fourchette, a pris une bouchée de son gâteau au fromage, et a jeté à nouveau un coup d'œil à son téléphone. Toujours en train de vérifier. Toujours à attendre le prochain message.
Je l'ai regardé par-dessus son épaule vers l'entrée de la terrasse et j'ai vu Angela franchir la porte. Elle avançait avec détermination. Les épaules en arrière, le menton levé. Aucune hésitation. Elle a traversé la terrasse, les yeux fixés sur notre table. Lydia a remarqué que mon regard se déplaçait et s'est retournée pour voir ce que je regardais. Son visage a pâli. Angela a atteint notre table et a tiré la troisième chaise vide. Elle s'est assise, a croisé les mains sur ses genoux et a regardé directement Lydia. La bouche de Lydia s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Sa fourchette a cliqueté sur son assiette. « Spencer » a-t-elle murmuré. « Qu'est-ce que c'est ?»« Voici Angela » ai-je dit calmement. « La femme de Raymond, ma cousine. J'ai pensé que vous devriez enfin vous rencontrer correctement. » Les yeux de Lydia ont fait la navette entre nous, cherchant une issue qui n'existait pas. « Je ne comprends pas. »« Si, tu comprends, » a dit Angela doucement. C'était la première fois qu'elle parlait depuis qu'elle s'était assise. Sa voix était ferme, froide. « Tu as envoyé des messages à mon mari toute la soirée, assise juste à côté du tien. » La main de Lydia a filé vers son téléphone, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai pris et je l'ai tenu juste hors de sa portée. « Tu cherches ça ?» ai-je demandé. Elle m'a dévisagé, puis a regardé Angela, puis est revenue à moi. J'ai observé le calcul qui s'opérait derrière ses yeux. Nier, détourner l'attention, inventer une histoire, mais il n'y avait aucune histoire à inventer. Pas avec Angela assise à 3 pieds de distance. Pas avec les messages toujours sur sa tablette. Pas avec la vérité mise à nu entre nous comme du verre brisé. Je peux expliquer, a commencé Lydia, la voix tremblante. Ne le fais pas, ai-je dit. Nous savons déjà tout. L'expression sur son visage à ce moment précis, l'instant où elle a réalisé qu'elle avait été prise, exposée, coincée, était quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Magnifique. Les mains de Lydia tremblaient. Elle a tendu la main vers son verre de vin, l'a presque renversé, puis a retiré sa main. Ses yeux ne cessaient de passer d'Angela à moi, cherchant une faille dans notre détermination, une ouverture qu'elle pourrait exploiter. Elle n'allait pas en trouver. « Spencer, je t'en prie » a dit Lydia, la voix serrée. « Pouvons-nous parler de ça en privé ?»« Non » ai-je dit simplement. Angela mérite d'entendre ça. Elle a vécu le même mensonge que moi. Lydia s'est tournée vers Angela, le désespoir s'insinuant dans son expression. « Angela, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais tout ceci est un malentendu. » Angela n'a pas scié. « Vraiment ? Donc, tu n'as pas envoyé de message à mon mari toute la soirée ? Tu n'as pas prévu de partir avec lui ? » La bouche de Lydia s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les captures d'écran. Le 14 novembre, le Grandview Hotel, Boston. Tu m'as dit que tu étais à un sommet d'investissement. La chambre 412 était enregistrée au nom de Raymond Hartley. Lydia a pâli. Le 23 janvier, ai-je continué. Chicago, tu as dit que c'était une urgence client. Sauf qu'il n'y avait pas de client, juste Raymond. Spencer, arrête, a-t-elle murmuré. Le 9 mars, Denver. Revue de portefeuille, as-tu dit. Mais la seule chose que tu revoyais était comment voler ton mari et t'enfuir avec son patron. Angela s'est penchée légèrement en avant. Combien d'argent as-tu pris, Lydia? Lydia l'a regardé, les yeux écarquillés. Je n'ai pas pris. 150 000 euros, ai-je dit, la voix atone. De nos économies communes, déplacées par petits montants sur 6 mois. Tu pensais que je ne le remarquerais pas. C'est notre argent, a dit Lydia faiblement. C'était notre argent, ai-je corrigé. Tu l'as volé tout comme tu as volé du temps à notre mariage, à nos enfants. Elle a tressailli à ces mots. Les enfants n'ont pas besoin de savoir ça. Lévi se doute déjà de quelque chose, ai-je dit. Il a 16 ans, il n'est pas aveugle. Et Chloé. J'ai fait une pause, laissant le poids de la situation s'installer. Chloé a 9 ans. Elle pense toujours que tu es une bonne personne. Le visage de Lydia s'est déformé. J'essaie d'être heureuse, Spencer. Est-ce si mal? Avec mon patron, ai-je demandé. Avec le mari d'Angela tout en mentant à tout le monde? Oui, Lydia,
c'est mal. Angela a pris la parole, sa voix froide et mesurée. La maison dans laquelle tu vis, Lydia. Les parents de Spencer l'ont achetée pour vous comme cadeau de mariage, et tu veux en prendre la moitié pour pouvoir recommencer à zéro avec mon mari. Lydia a baissé les yeux vers la table. C'est un bien commun. C'est du vol, a déclaré Angela. Émotionnel et financier, et tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Le sang-froid de Lydia a finalement volé en éclats. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, mais elle semblait calculée, théâtrale. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Mais tu l'as fait, ai-je dit doucement. Tu m'as blessé. Tu as blessé Angela. Tu as blessé nos familles. Et tu l'as fait en étant assise à 2 pieds de moi, souriant comme si j'étais trop stupide pour le remarquer. Je me suis levé et Angela s'est levée avec moi. Lydia a levé les yeux, la panique traversant son visage. Où allez-vous? Loin de toi, ai-je dit. Angela et moi avons des choses à discuter, des avocats à appeler, des preuves à compiler. Spencer, je t'en prie, ne me laisse pas ici comme ça. Je l'ai regardé une dernière fois. Tu m'as quitté il y a des mois, Lydia. Je ne fais que rendre cela officiel. Angela et moi nous sommes éloignés ensemble, laissant Lydia seule à la table, des larmes coulant sur son visage, son téléphone éteint et silencieux devant elle. Angela et moi nous sommes assis dans ma voiture sur le parking du complexe, moteur éteint, vitres baissées. L'air de la nuit était frais, et au loin, je pouvais encore entendre la musique de la réception de mariage. Et maintenant, a demandé Angela, regardant droit devant elle. Maintenant, nous documentons tout, ai-je dit. J'ai déjà pris des captures d'écran des messages, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, de tout. J'ai accès aux relevés de carte de crédit de Raymond, a déclaré Angela. Je peux les récupérer. Montrer la récurrence. Bien. Nous aurons besoin d'un avocat. Un bon. Angela a hoché la tête. Je connais quelqu'un. Une avocate spécialisée en divorce à Hartford. Elle est impitoyable. Parfait. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis Angela a dit, la maison? La maison de tes parents? Tu ne vas pas la laisser la prendre, n'est-ce pas? Aucune chance, ai-je dit. Cette maison est la seule chose qu'il me reste d'eux. Mon père a travaillé 30 ans pour l'acheter. Ma mère est morte 6 mois après lui parce qu'elle ne pouvait pas imaginer vivre sans lui. Cette maison est leur héritage. Lydia ne va pas tirer profit de leur mémoire. Nous allons nous battre, a dit Angela fermement. Propriété reçue en cadeau, actif prénuptial. Nous ferons en sorte qu'elle reste la tienne. Et toi, ai-je demandé. Ta maison avec Raymond? Nous l'avons achetée ensemble il y a 5 ans, a dit Angela. Elle est à nos 2 noms. Mais je me fiche de la maison. Ce qui m'importe, c'est de m'assurer qu'il ne s'en sorte pas indemne. Je l'ai regardé. Que veux-tu dire? Raymond est le directeur des risques dans ton entreprise, a dit Angela. Il est dans une position de pouvoir. Il a une liaison avec la femme d'un subordonné. C'est une violation de l'éthique. Peut-être même un motif de licenciement. Je n'y avais pas pensé. Tu veux le dénoncer? Je veux qu'il fasse face aux conséquences, a dit Angela. De vraies conséquences, pas seulement un accord de divorce. Je veux que sa carrière subisse l'impact de ce qu'il a fait. J'y ai réfléchi. Raymond avait signé mes évaluations de performance, approuvé mes augmentations, agi comme un mentor, tout en couchant avec ma femme. Fais-le, ai-je dit. Angela a sorti son téléphone. Je vais rédiger un email au comité d'éthique de l'entreprise ce soir. Un signalement anonyme. Qu'ils enquêtent. Ils trouveront tout. Les appareils de l'entreprise, les traces de mai, les rendez-vous du calendrier qui ne correspondent pas, ai-je ajouté. Exactement. Angela m'a regardé. Et pour Lydia? Quel est ton plan? Le divorce, la garde exclusive des enfants. Je me battrai pour la maison, les économies, tout. Elle pourra avoir ce qu'il reste après ses frais d'avocat. Et Raymond, qu'il l'est, ai-je dit. Qu'ils voient tous les deux ce que c'est que de construire une vie sur des mensonges. Cela ne durera pas 6 mois. Angela a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Tu as l'air sûr de toi.
Je le suis. Les gens qui trompent ensemble ne se font pas confiance. Ils se demanderont toujours si l'autre ne fait pas la même chose dans leur dos. Angela a hoché la tête lentement. Tu as raison. Nous sommes restés là encore une minute. Deux personnes dont la vie venait d'imploser, faisant des plans dans un parking pendant qu'un mariage célébrait l'amour à 50 yards de là. Merci, a finalement dit Angela. De m'avoir appelé, de ne pas m'avoir laissé dans l'ignorance. Merci d'être venu, ai-je dit. De t'être assise là, de lui avoir fait ouvrir les yeux. Angela a tendu la main et a serré la mienne une fois. Puis elle a ouvert la portière de la voiture. Je devrais rentrer à la maison, commencer à passer des appels. Moi aussi. Elle a fait une pause avant de sortir. Spencer, nous allons nous en sortir. Tous les deux. Je voulais la croire. Oui, nous y arriverons. Elle est partie en voiture et je suis resté seul dans la mienne à fixer le complexe où ma femme était probablement encore assise à cette table à se demander comment tout s'était effondré si vite. Cela ne s'était pas effondré vite. Cela s'était effondré lentement, un mensonge à la fois. J'avais juste été celui qui l'avait enfin remarqué. Je ne suis pas retourné dans la chambre cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un hôtel à 15 miles de là, je me suis enregistré sous mon nom et je me suis assis sur le bord du lit à fixer mon téléphone. Lydia avait appelé 6 fois. Elle avait laissé 4 messages vocaux, chacun progressivement plus désespéré. Spencer, réponds je t'en prie. Nous devons parler. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas juste. Laisse-moi juste t'expliquer. Tu ne peux pas me laisser ici. Que suis-je censé dire aux enfants? Réponds à ton téléphone, s'il te plaît. Je les ai tous supprimés sans les écouter jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai appelé mon frère, Daniel. Il vivait à 2 heures de là, à Boston. Il travaillait comme avocat d'affaires. Si quelqu'un savait comment gérer cela, c'était bien lui. Il a décroché à la 2e sonnerie. Spencer, il est 11 heures du soir. Tout va bien? Non, ai-je répondu. Lydia a une liaison avec Raymond Hartley, mon patron. Un silence a suivi. Mon Dieu, tu en es sûr? Absolument. J'ai trouvé des messages, des réservations d'hôtels, des virements bancaires. Ils prévoient de s'enfuir ensemble à Charlotte. Combien a-t-elle pris? 150 000 € de nos économies communes. Daniel a laissé échapper un sifflement grave. C'est du vol. Fraude financière pendant le mariage. C'est sérieux. J'ai besoin d'un avocat, Daniel. Le meilleur que tu connaisses. Je passerai des appels dès lundi matin, a-t-il dit. Mais écoute, tu dois te protéger dès maintenant. Documente tout. Ne supprime rien. Fais des captures d'écran de chaque message, de chaque relevé bancaire, de chaque reçu. Déjà fait. Bien. Où es-tu maintenant? À l'hôtel. À l'extérieur de Hawthorne. Je ne peux pas être près d'elle en ce moment. Et les enfants? Je n'y avais pas pensé. Lévi et Chloé étaient toujours au complexe, probablement endormis, pensant probablement que leurs parents passaient juste un bon week-end. J'irai les chercher demain matin, ai-je dit. Je les ramènerai à la maison. Je trouverai quoi leur dire. Ne leur dis rien pour le moment, a conseillé Daniel. Pas avant d'avoir un conseiller juridique. Tout ce que tu leur diras pourrait être utilisé dans la procédure de garde. La garde? Le mot m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Elle ne prendra pas mes enfants, Daniel. Elle ne le fera pas, a-t-il dit fermement. Nous allons nous battre. Pour tout. La maison, l'argent, les enfants. Mais tu dois rester intelligent. Ne fais rien sous le coup de l'émotion. Pas de confrontation, pas de menace, juste une action en justice froide et calculée. Je peux faire ça. Je sais que tu le peux. Tu es un analyste des risques. Traite cela comme une évaluation des risques. Quelle est ton exposition? Quel est ton levier d'action? Comment minimises-tu les pertes? J'ai pris une inspiration. Il avait raison. Ce n'était qu'un autre problème à résoudre, un autre ensemble de variables à gérer. Merci, Daniel. Appelle-moi demain. Nous établirons une stratégie.
Il a raccroché et je suis resté là dans le silence d'une chambre d'hôtel qui sentait les produits d'entretien et les erreurs d'autres personnes. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Lydia. S'il te plaît, reviens. Je suis désolé. Je vais rompre avec Raymond. Nous pouvons arranger ça. J'ai retourné mon téléphone face vers le bas sur la table de nuit et je me suis allongé sur le lit. Elle voulait arranger cela comme s'il s'agissait d'un appareil ménager cassé. Comme si 14 ans de mariage pouvaient être réparés avec des excuses et une promesse. Certaines choses, une fois brisées, le reste. Demain, j'y retournerai. J'irai chercher mes enfants. Je commencerai le processus de démantèlement de la vie que je pensais avoir et de construction de quelque chose de nouveau. Mais ce soir, j'avais juste besoin de calme. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai pris une douche et je suis retourné au complexe. Le parking était plus calme maintenant. Juste quelques voitures appartenant aux clients de la nuit. La tente de mariage était en cours de démontage, le tissu blanc flottant dans la brise matinale. Je suis allé directement à notre chambre. Lydia était assise sur le lit, portant toujours la robe de la nuit dernière, le maquillage étalé. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Elle s'est levée au moment où je suis entré. Spencer, Dieu merci. Je croyais que tu avais. Où sont les enfants, les jeux interrompus? Ils dorment encore. Chloé est dans la chambre communicante. Lévi est au bout du couloir. Réveille-les. Nous partons. Spencer, s'il te plaît. Nous devons en parler. Il n'y a rien à dire, ai-je dit en passant devant elle pour attraper ma valise. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Elle m'a suivi dans la salle de bain où j'ai commencé à ranger mes articles de toilette. Ce n'est pas si simple. Nous avons une famille, une vie ensemble. Nous avions une famille, ai-je corrigé au passé. Tu ne vas même pas me laisser m'expliquer. Je me suis tourné pour lui faire face. Qu'y a-t-il à expliquer, Lydia? Tu me trompes depuis des mois. Tu as volé 150 000 € de nos économies. Tu prévoyais d'abandonner notre famille et de déménager à Charlotte avec mon patron. Quelle partie de cela a besoin d'être clarifiée? Ses yeux se sont remplis de larmes. J'étais confuse. Je me sentais prise au piège. Raymond m'a fait me sentir. Je m'en fiche, ai-je dit d'un ton sec. Je me fiche de la façon dont il t'a fait te sentir. Je me fiche de tes justifications. Je me soucie de protéger mes enfants et ce qu'il reste de ma vie. Nos enfants, a-t-elle dit désespérément. Ce sont nos enfants, Spencer. Je l'ai regardé pendant un long moment. Il y avait quelque chose que je devais savoir. Quelque chose qui me rongeait depuis que j'avais trouvé ces messages. Le sont-ils, ai-je demandé doucement. Elle a cligné des yeux. Quoi? Sont-ils tous les deux de moi? Son visage a pâli. Comment oses-tu? Réponds à la question, Lydia. Lévi et Chloé sont-ils tous les deux biologiquement de moi? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a détourné le regard. Cette hésitation m'a tout dit. Mon Dieu, ai-je dit, la réalisation me frappant comme un coup de massue. Chloé. Spencer, cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Ma voix s'est élevée pour la première fois. Tu m'as menti au sujet de ma propre fille. Elle est ta fille, a dit Lydia rapidement. De toutes les manières qui comptent. Tu l'as élevée. Tu l'aimes. Mais elle est de Raymond. Lydia n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. J'ai senti quelque chose se fermer complètement à l'intérieur de moi. Pas de la rage, pas du chagrin, juste une finalité froide et absolue. Prépare les enfants, ai-je dit, la voix étrangement calme. Nous partons dans 20 minutes. Tu ne viens pas avec nous. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Regarde-moi faire, ai-je dit. Tu peux leur expliquer pourquoi maman reste derrière, ou je le ferai. Elle m'a regardé, réalisant que j'étais sérieux. Spencer, s'il te plaît. 20 minutes, Lydia. Ou je leur dis tout de suite. Je suis sorti de la chambre, j'ai descendu le couloir jusqu'à l'endroit où Lévi dormait. J'ai frappé à sa porte. Il a ouvert. Les cheveux en bataille. Toujours en pyjama. Papa?
Qu'est-ce qu'il se passe? Fais tes affaires, ai-je dit. Nous rentrons plus tôt. Pourquoi? Où est maman? Elle reste un peu plus longtemps. Des choses pour le travail. Je t'expliquerai dans la voiture. Il avait l'air confus mais a hoché la tête. D'accord, donne-moi 10 minutes. Je suis ensuite allé chercher Chloé. Elle était réveillée, regardant des dessins animés à la télévision dans la chambre communicante. Bonjour, ma chérie, ai-je dit en m'asseyant sur le bord de son lit. Salut, papa, a-t-elle dit en souriant. On prend le petit déjeuner avec maman? Je l'ai regardée. 9 ans, des cheveux noirs, des yeux verts. Les yeux de Raymond. Comment n'avais-je jamais remarqué? Nous allons rentrer à la maison, en fait, ai-je dit en gardant une voix douce. Tu veux m'aider à faire tes affaires? D'accord. Elle a sauté du lit, complètement inconsciente du fait que tout son monde était sur le point de changer. Je l'ai aidé à faire ses affaires, et 20 minutes plus tard, nous étions dans la voiture, Lévi sur le siège passager, Chloé à l'arrière. Lydia se tenait sur le parking à nous regarder partir, son téléphone à la main. Je n'ai pas regardé en arrière. Les résultats de paternité sont arrivés jeudi. Je me suis assis dans ma voiture devant le laboratoire, fixant l'enveloppe pendant 5 bonnes minutes avant de l'ouvrir. Lévi, 99,9% de probabilité de paternité. Mon fils. Chloé, 0% de probabilité de paternité. Pas ma fille. Biologiquement. Je l'ai lu 3 fois, attendant qu'une émotion me frappe. La colère, la trahison, le chagrin. Mais tout ce que j'ai ressenti était une certitude froide et établie. Je l'avais su, quelque part au fond de moi, je l'avais toujours su. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai immédiatement appelé mon frère avocat. Daniel, les résultats sont arrivés. Chloé n'est pas de moi. Je suis désolé, Spencer. C'est dur. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan légal? Cela signifie que tu as des options, a déclaré Daniel. Tu peux te battre pour obtenir la garde de Lévi uniquement, ou tu peux plaider la paternité présumée pour Chloé. Tu l'as élevé pendant 9 ans. Tu es son père à tous les niveaux qui importent. Je veux la garde des deux, ai-je dit sans hésitation. Chloé ne mérite pas de perdre son père parce que sa mère a menti. Alors c'est pour cela que nous nous battrons. Mais Lydia utilisera cela contre toi. Elle soutiendra que puisque Chloé n'est pas de toi, tu n'as aucun droit biologique. Quel essai! Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Raymond Hartley. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Que veux-tu, Raymond? Spencer. Sa voix était douce, contrôlée. La même voix qu'il utilisait lors des réunions du conseil d'administration. Je pense que nous devons parler d'homme à homme. Nous n'avons rien à nous dire. Je ne suis pas d'accord. Cette situation a dégénéré. Il n'est pas nécessaire que cela se passe ainsi. Tu as raison, ai-je dit. Il n'était pas nécessaire que cela se passe ainsi. Mais tu as fait ton choix. Spencer, écoute. Je sais que tu es en colère. Tu as tous les droits de l'être. Mais pense à ta carrière, à ton poste chez Fortis. Nous pouvons arranger ça. J'ai failli rire. Tu menaces mon emploi. Je propose une solution. 500 000 €. En espèces. Une rupture nette. Tu t'en vas, tu demandes le divorce discrètement, et nous reprenons tout le cours de nos vies. 500 000 €. L'argent du sang. Le prix du silence. Le paiement pour avoir détruit ma famille. Tu penses que tu peux m'acheter, ai-je demandé, la voix dangereusement calme. Je pense que nous pouvons tous être des adultes raisonnables à ce sujet, a déclaré Raymond. C'est assez d'argent pour recommencer à zéro. T'installer confortablement. Prendre soin des enfants. Laisse-moi être très clair, Raymond. Tu ne peux pas te sortir de là en payant. Pas pour 500 000 €. Pas pour 5 millions d'euros. Tu as détruit mon mariage, volé mon argent, menti au sujet de ma fille, et maintenant tu penses que tu peux faire disparaître tout ça avec un chèque. Spencer, sois intelligent. Je suis intelligent, les jeux interrompus. Assez intelligent pour enregistrer cette conversation.
Assez intelligent pour la transmettre au comité d'éthique de Fortis. Assez intelligent pour m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es. Silence à l'autre bout du fil. Tu fais une erreur, a dit Raymond froidement. Non, c'est toi qui as fait l'erreur. Je m'assure juste que tu la paies. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé Angela. Raymond vient d'essayer de me soudoyer. 500 000 € pour garder le silence. Il est désespéré, a dit Angela. Bien. L'enquête éthique a commencé lundi. Ils ont déjà récupéré ses historiques de mai. Combien de temps avant qu'ils ne prennent une décision? Mon avocate dit 2 semaines, peut-être 3, mais ça ne s'annonce pas bien pour lui. Liaison avec la femme d'un subordonné, irrégularité financière, abus de position. Il est fini. Bien, ai-je dit. Qu'ils perdent tout. Le divorce a été finalisé en mars. Lydia n'a rien obtenu. Pas de maison, pas d'économie, pas de garde. Le juge a statué en ma faveur sur tous les points. Fraude financière, infidélité, fraude à la paternité. Elle est partie avec ses effets personnels et une ordonnance du tribunal l'obligeant à rester à plus de 50 pieds de la maison que mes parents m'avaient laissée. Raymond a été renvoyé de Fortis Financial en janvier. Le comité d'éthique a constaté de multiples violations, y compris l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise et des relations inappropriées. Sa carrière dans la finance était terminée. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans la vente chez un concessionnaire automobile à Newark. Lydia a emménagé avec lui 2 mois après le divorce. Ils ont tenu 6 semaines avant qu'elle ne déménage. Il s'avère que construire une vie sur des mensonges ne fonctionne pas lorsque l'on ne peut pas faire confiance à la personne avec qui on a menti. Le divorce d'Angela a été finalisé à peu près en même temps que le mien. Elle a obtenu la maison, la moitié de la pension de Raymond, et un accord financier qui l'a obligé à cumuler 2 emplois pour effectuer les paiements. Lévis est mieux adapté que ce que j'espérais. Il a 17 ans maintenant, il postule pour l'université, il vit sa vie. Nous ne parlons pas beaucoup de sa mère. Il lui envoie des messages occasionnellement, la voit lors de visites supervisées quand elle prend la peine de se présenter. Pour Chloé, ce fut plus difficile. Elle a 10 ans maintenant et elle ne comprend pas pourquoi maman ne vit plus avec nous. Je ne lui ai pas parlé du test de paternité. Peut-être que je ne le ferai jamais. En ce qui la concerne, je suis son père et je le serai toujours. L'audience pour la garde de Chloé a été brutale. L'avocat de Lydia a soutenu que je n'avais aucun droit biologique. Mon avocat a fait valoir 9 années de paternité. Le juge a tranché en ma faveur. Paternité présumée. J'ai pleuré dans la salle d'audience quand il l'a annoncé. Certaines nuits, Chloé demande encore quand maman rentrera à la maison. Je lui dis que maman a son propre chez-soi maintenant, mais que papa sera toujours là. J'ai obtenu un nouvel emploi en février. Une entreprise différente, le même domaine, un meilleur salaire. Pas de Raymond Hartley pour regarder par-dessus mon épaule. Angela m'a aidé avec ma candidature. Elle travaille dans les ressources humaines maintenant, comme consultante pour des entreprises de taille moyenne. Nous prenons un café de temps en temps. Rien de romantique, juste 2 personnes qui ont survécu à la même tempête et qui ont trouvé comment se reconstruire. Le mois dernier, Connor, l'ami dont le mariage a déclenché tout cela, a appelé pour prendre de mes nouvelles. « Comment vas-tu, mon vieux ?» a-t-il demandé. « Mieux, ai-je dit honnêtement. Différemment, mais mieux. Je suis désolé que tout se soit passé à mon mariage. Ne le soit pas. Si ce n'était pas arrivé là, ce serait arrivé ailleurs. Au moins de cette façon, j'ai su la vérité. Nous avons parlé encore un moment, et quand j'ai raccroché, j'ai regardé autour de mon salon. Lévi faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Chloé coloriait par terre, fredonnant pour elle-même. Ma maison, mes enfants, ma vie. Pas la vie que j'avais prévue, mais la vie que j'ai choisie quand tout s'est effondré. Et honnêtement, je ne les changerais pour rien au monde.